Louis de Funès est un brillant comédien français de renommée mondiale, acteur de cinéma, réalisateur, scénariste. Son humour pétillant et ses images inimitables créées à l'écran ravissent encore aujourd'hui les fans du talent de l'acteur. Néanmoins, il est devenu célèbre déjà à un âge avancé et de son vivant n'a pas remporté de prix cinématographique sérieux. Ce n'est qu'en 1980 qu'il a reçu le prix César pour ses réalisations exceptionnelles au cinéma. Il est chevalier de la Légion d'honneur depuis 1973. Désormais, les Français considèrent son anniversaire comme leur fête nationale. En 2019, la communauté cinématographique mondiale a célébré le 105e anniversaire de la naissance du grand comédien du XXe siècle. Le troisième enfant, né à l'été 1914, dans la famille aristocratique de Carlos Louis de Funès et Léonore Soto de Galarza, s'appelait Louis-Germain David. Le lieu de Courbevoie près de Paris a été choisi par les parents du garçon comme lieu de résidence après avoir fui l'Espagne, où tous deux sont nés. Leurs parents aristocratiques croyaient que les amants n'étaient pas un couple l'un pour l'autre, et pour se marier officiellement, Carlos et Léonore ont fui Séville en France. En 1906, naît leur première-née, la fille Marie, ou, à la maison, Mina, et en 1910, leur fils aîné Charles. Après la naissance de Louis, la famille déménage et habite la commune de Becon-le-Bruyère. Ici, Carlos, avocat bien connu dans son pays natal, incapable d'exercer la profession d'avocat en France, s'est reconverti comme fabricant d'émeraudes artificielles, afin de pouvoir nourrir sa famille. Un Espagnol capricieux avec un mélange de sang portugais, a commencé à gérer la maison, et à élever 3 enfants. Le plus jeune fils était son préféré, bien qu'il ne sorte ni en taille ni en visage, mais il savait comment faire rire sa mère aux larmes à tout moment. Malgré toutes ces farces enfantines, Louis a réussi à bien étudier, mais de manière sélective. Dès son plus jeune âge, il parlait 2 langues, le français et l'espagnol, puis l'anglais leur a été ajouté. Les mêmes sciences exactes lui ont été données avec difficulté. Ayant une oreille développée pour la musique, le garçon a appris à jouer du piano, il a constamment accompagné l'interprétation talentueuse de diverses œuvres, avec des expressions faciales hilarantes. C'était facile de l'écouter jouer, mais c'était impossible de regarder, et de ne pas éclater de rire. Louis a démontré ses capacités artistiques partout. Il pouvait imiter le discours de n'importe qui, copier la démarche et les gestes non seulement de ses proches, mais aussi du laitier d'un voisin, d'un commerçant du marché, d'un passant occasionnel, de ses camarades de classe, et de ses professeurs. Le talent de parodie a joué une blague cruelle avec lui plus d'une fois au pensionnat de Coulommiers, où le garçon a étudié. Il était un invité fréquent dans le bureau du directeur pour se moquer en permanence des enseignants et des tuteurs. Boarding de Funès a rappelé plus tard avec un frisson, l'appelant une vraie prison. Il y fut envoyé lorsque son père, espérant réussir, se rendit au Venezuela. Il écrivait d'abord régulièrement chez lui, puis de moins en moins. 3 ans plus tard, Léonore part à la recherche de son mari. Sortant Louis du collège, elle le confia au docteur Pouchet, qui vivait dans la vallée de Chevreuse, et dirigeait un orphelinat pour nouveau-nés consciencieux. On croyait que le médecin était l'inventeur du sirop, qui a influencé la croissance rapide des enfants. La mère de Louis espérait que la potion serait bonne pour un enfant qui, selon elle, était très petit depuis 11 ans. Avec Pouchet, le garçon se sentait enfin libre. Il était heureux de vivre loin de Coulommiers, aidait à bercer les bébés quand ils pleuraient, leur donnait des tétines. Il faisait souvent du vélo, dessinait beaucoup. Cela a duré jusqu'à ce que ma mère ramène mon père à la maison, qui est tombé malade de la tuberculose au Venezuela. Craignant d'infecter le garçon, il n'embrassa pas son fils, mais lui tendit seulement un petit colibri en peluche. Louis de Funès s'est occupé de cet oiseau pour le reste de sa vie. Louis n'aurait admis à personne au monde dans son enfance que son plus grand rêve était de devenir un grand acteur de cinéma. Comme Charlie Chaplin, dont le garçon connaissait presque les rôles par cœur. Il revoyait les images avec lui maintes et maintes fois, copiant la marche ou les gestes célèbres de Chaplin. La peur d'obtenir un refus parental de poursuivre une carrière d'acteur a poussé Louis à des farces et des parodies constantes. Les pères l'ont surnommé Fufu en raison de son comportement comique. Après avoir été diplômé de l'école, De Funès a essayé de toutes ses forces de gagner de l'argent par lui-même. Il a maîtrisé les métiers de dessinateur, comptable, fourreur, a travaillé comme coursier, et cireur de chaussures, et étalagiste. Un coup de chance l'a conduit au bar Horizon de la place Madeleine à Pigalle, où un pianiste était recherché. Le public hétéroclite tombe rapidement sous le charme de l'infatigable et drôle pianiste, dont les expressions faciales en jouant du piano amusaient encore plus les visiteurs que les chansons populaires de l'époque. J'ai traîné là-bas pendant 12 heures sans interruption, a déclaré Louis de Funès. Avant le départ, on m'a donné 5 minutes pour manger au vestiaire. Ils n'avaient même pas le droit d'aller aux toilettes. Et ils ont exigé que je souris constamment. Néanmoins, le rêve d'agir occupe fermement les pensées du jeune homme, et dès que l'occasion se présente, il s'inscrit au cours de théâtre de l'ancien membre de la troupe de la Comédie Française, René Simon.
Bientôt, certains directeurs de théâtre ont commencé à prendre Louis dans de petits rôles dans leurs productions, qui ont apprécié l'étudiant talentueux et capable. En 1939, De Funès est enrôlé dans l'armée. La même année, il perd son frère aîné Charles, qui est transpercé par un tir de mitrailleuse fasciste. En deuil de la perte, Louis fumait 2 paquets de cigarettes par jour, toussant et crachant. Les médecins de l'armée ont décidé que la frêle recrue, taille 164 cm et poids 55 kg, avait la tuberculose et un mois plus tard, il a été démobilisé. L'acteur lui-même a toujours dit plus tard que les médecins avaient simplement confondu son dossier médical et celui de quelqu'un d'autre. Malgré cela, De Funès a été appelé plusieurs fois, ce qui est confirmé par les entrées de sa carte d'identité militaire, et ce n'est qu'en 1947 qu'il a finalement été mis en service. Immédiatement après la fin de la guerre, Louis a reçu son premier petit rôle au cinéma, un portier dans le cabaret paradis du mélodrame comique de Jean Stelly, La Tentation de Barbizon. C'est plus tard, grâce au fait que De Funès a joué dans le film, qu'ils ont commencé à se souvenir d'elle. À cette époque, le film n'a pas eu beaucoup de succès, et le public ne se souvenait pas de l'acteur novice lui-même. Afin de gagner au moins un cachet de cinéma occasionnel, Louis et sa femme marchaient bras dessus bras dessous le long des Champs-Élysées près du restaurant Fouquet, où les cinéastes préféraient manger. Jouant la surprise, De Funès a salué l'une ou l'autre connaissance, qu'il a invité au studio pour 1 ou 2 rotations dans des rôles épisodiques. Une fois, après avoir rencontré Jean-Pierre Melville, Louis a prétendu qu'il savait jouer de l'accordéon, histoire de faire fonctionner un autre épisode. Melville a vu que l'acteur cachait soigneusement dans le cadre sa main gauche, destinée à jouer les boutons, sortant sa main droite, avec laquelle il touchait en quelque sorte les touches. Évaluant l'ingéniosité de Funès, le directeur lui a payé un double cachet. Louis, reconnaissant après cela toute sa vie, a été gentil avec Jean-Pierre, et n'a raté aucune de ses nouvelles premières. Plus de 70 petits rôles insignifiants ont été joués par De Funès pendant 13 ans avant d'être invité à jouer les rôles principaux. Les expériences internes ont entraîné de fortes sautes d'humeur, c'est pourquoi il était considéré comme un acteur conflictuel et intraitable. À propos de cette période, Louis dit ceci à Géraldine Chaplin: « J'attends depuis très longtemps dans la salle d'attente de Sa Majesté le succès. J'ai attendu, frappé à la porte, jusqu'à ce qu'il me laisse enfin entrer. » La longue attente, au cours de laquelle l'acteur a perfectionné ses talents de comique, s'est terminée par un triomphe bien mérité. 1958 lui vaut le rôle principal dans la comédie No Cog, No Atiek d'Yves Robert, où le talent comique de Louis pétille littéralement, en tant que braconnier blaireau. Le public a ri aux larmes. La vraie renommée et la reconnaissance sont venues à l'acteur, il a commencé à travailler comme une horloge, jouant dans de plus en plus de nouveaux films, comme s'il rattrapait son retard. Il a commencé à recevoir des honoraires énormes, mais le complexe de la pauvreté n'a pas réussi à se débarrasser de lui-même, jusqu'à la fin de sa vie. Des millions de fans à travers le monde attendaient avec impatience ses nouveaux rôles. La star de Funès s'est enflammée encore plus. Après l'image du commissaire juif de la trilogie sur Fantomas, le public est tombé sous le charme de son Stanislas Lefort, le chef d'orchestre du grand opéra du film, La Grande Marche de Gérard Hurry, et de Ludovic Cruchot du film épique sur le gendarme. Le gendarme de Saint-Tropez, réalisé par Jean Giraud, a été le premier film où apparaît le stupide, mais très ambitieux commissaire de la Juve, dont la bêtise a été ridiculisée non seulement en France, mais aussi dans de nombreux pays du monde, dont l'Union soviétique. Louis de Funès devient une star de cinéma de première grandeur, et est filmé avec des acteurs célèbres: Jean Marais, Annie Girardot, Jean Gabin, Michel Galabru, Yves Montand. En 1968, le public le reconnaît comme le meilleur acteur. 5 ans plus tard, il a reçu la plus haute distinction française, l'Ordre de la Légion d'honneur, et 3 ans avant sa mort, le prestigieux prix national César. Le dernier rôle du grand comédien de plus de 120 ans qu'il interpréta fut encore le rôle du gendarme de la Juve dans le film Le gendarme et les gendarmes, sorti en 1982. Louis de Funès a rencontré la femme de sa vie lors de l'occupation de Paris en 1942. Les jeunes de cette époque s'enthousiasmaient pour le jazz, qui était pour eux un symbole de liberté. Lorsque la petite nièce du classique de la littérature française, Jeanne-Augustine de Barthélemy de Maupassant, a vu l'annonce de l'ouverture d'une école de jazz rue Faubourg-Poissonnière, elle s'y est précipitée de toutes ses forces. La première chose qu'elle a annoncée au fondateur de l'école était qu'elle n'avait pas d'argent pour l'éducation, mais qu'elle était douée pour une machine à écrire. Elle est donc devenue secrétaire, et, en retour, elle a étudié gratuitement à l'école. Louis, le pianiste du Bar Horizon, qui n'avait aucune idée de la notation musicale, et a décidé de combler cette lacune, y a dirigé ses pas la veille. Jeanne se rappelait le moment de leur connaissance directe, comme si c'était hier. Je tapotais sur une machine à écrire, lorsque Charles-Henri a fait irruption dans la pièce en hurlant: « Le directeur de l'école, Env. Usnef ce point rue. Allez, Jeanne,
vous verrez une personne phénoménale. Il était très excité, et m'a traîné dans la salle de pratique. C'est là que j'ai vu Louis pour la première fois. Il était assis au piano. Écoutez, c'est tout simplement incroyable, m'a chuchoté Charles-Henri. Je ne comprends pas pourquoi il devrait prendre des cours. J'ai peur que si je commence à lui apprendre, il commencera à réfléchir et à ruiner son talent. Le soir même, Louis invite Jeanne à l'horizon pour l'écouter jouer et dîner. Il ordonna de placer une petite table à côté du piano, sur laquelle était servi du champagne et des homards. Ce n'est que plus tard que la jeune fille a découvert que le pianiste phénoménal avait dépensé tout son salaire mensuel pour cela. Elle était fascinée par un jeune homme inhabituel, et a commencé à venir régulièrement à l'horizon, où ils ont chanté et dansé. Des Allemands ivres, ne comprenant pas vraiment les paroles des vers américains, les ramassaient quand Louis chantait. Et quand il a vu que les envahisseurs avaient atteint la norme, De Funès a chanté des vers de sa propre composition, qui étaient loin d'être sûrs, mais, ne comprenant pas tout à fait, les Allemands ont crié après eux dans un français approximatif, Q. Un jour, Louis se figea d'horreur en voyant comment le sous-commandant de la ville s'approcha de Jeanne pour lui baiser la main. Il se leva d'un bond d'un air humble, et présenta immédiatement la jeune fille comme son épouse. L'officier le félicita et partit. Et Louis ce soir-là embrassa pour la première fois sa future femme en lui disant de considérer désormais qu'ils étaient fiancés. Zana a annoncé à ses proches qu'elle sortait avec le pianiste d'Horizon, et qu'elle le présenterait bientôt comme son futur mari. Il n'y avait qu'une seule mise en garde. À cette époque, De Funès était déjà marié. Il épouse pour la première fois en 1936 Germaine Louise Élodie Carroyer, afin que leur fils Daniel naisse dans un mariage légal. Un mois plus tard, ils ont décidé de partir, mais n'ont jamais divorcé. Louis a demandé à sa sœur Mina, qui venait tout juste de divorcer de son mari, de tester les os. Il s'est avéré que Germaine elle-même souhaitait depuis longtemps divorcer pour épouser un homme nommé Henri. Elle n'a posé qu'une seule condition, De Funès ne communiquera pas avec son fils, puisqu'il considère déjà Henri comme son père. Le problème fut résolu, et Jeanne emmena son futur mari chez la mariée au château de Clermont. Nerveux et timide, Louis fondit après les paroles de Marie de Maupassant et de sa sœur aînée Julie selon lesquelles l'élu de Jeanne ne doit pas avoir toutes les vertus nécessaires à un mari. De Funès est tombé amoureux pour toujours de la famille de son épouse. Leur union, bien que niée par l'Église, était essentiellement idéale. Louis adorait sa femme, qui lui donna 2 beaux fils, Patrick et Olivier. Jeanne, à son tour, a idolâtré son mari, à la fois, lorsqu'il commençait à peine à devenir célèbre, et lorsqu'il est devenu célèbre dans le monde entier. Assumant les fonctions de son impresario, elle l'accompagne partout. Je suis la personne la plus ordinaire, comme tout le monde. J'ai eu de la chance dans la vie ni plus ni moins que d'autres. Juste au moment où la chance me souriait, j'ai réussi à l'attraper, et à le garder. Les fils de l'acteur ont rappelé que la vie, avec papa, était toujours pleine de surprises. Il ne s'est pas transformé en misanthrope à la maison, comme beaucoup de comédiens de l'époque, et était aussi gai et drôle qu'au cinéma. Il a même transformé les mathématiques ennuyeuses en comédie, pour que les garçons aient plus de plaisir à apprendre. Avec son plus jeune fils, Olivier, il a même joué dans plusieurs films ensemble, et espérait qu'il suivrait ses traces. Mais le jeune homme a choisi le métier de pilote pour lui-même, il a travaillé pour Air France. L'aîné, Patrick, est devenu médecin. En secret de la famille, Louis a également communiqué avec son premier-né, Daniel, mais quand il avait 11 ans, leur connexion a été interrompue et Daniel n'a même pas été informé de la mort de son propre père. Workaholisme de Funès a affecté son bien-être. En 1975, l'acteur survit de justesse après 2 cris cardiaques qui se succèdent. Zana a insisté pour écouter les médecins et partir pendant la durée du tournage, afin de pouvoir se reposer. Ils s'installent près de Nantes, dans leur propre château de Clermont, qui appartenait au XVIIe siècle à la famille de Maupassant. Louis l'a acheté pour sa femme bien-aimée, et l'a restauré. Le coût total a coûté à l'acteur plus de 800 000 francs. C'est là qu'ils se sont installés ensemble. De Funès avait l'intention de s'asseoir pour ses mémoires, mais il était tellement fasciné par le travail dans son propre jardin, qu'il a décidé de mettre les souvenirs de côté. Le couple s'est toujours réjoui de l'arrivée des enfants et petits-enfants, l'humoriste aimait jouer avec eux. Mais son occupation favorite était la culture des roses et leur entretien. Dans les terres, personne n'a entrepris de compter leur nombre. Vers la fin de ses jours, l'acteur a acquis plusieurs habitudes étranges, quoique mignonnes. Craignant les voleurs, il faisait chaque soir le tour, comme un gardien des clés, de la cave, des garages, des débarras et les fermait soigneusement la nuit. Il n'ouvrait tout que le matin, ce dont Zana se moquait toujours, car parfois elle ne pouvait même pas sortir une casserole d'une armoire verrouillée. Fin janvier 1983, De Funès se plaint à sa femme d'une sensation de brûlure dans la région du cœur. Au petit matin du 27 janvier, il a appelé sa femme, avouant qu'il se sentait très seul sans elle. Ce sont les derniers mots d'adieu d'un mari aimant et d'un brillant acteur. Louis de Funès est inhumé au cimetière du Cellier.
Les enfants de l'inimitable comédien, Patrick et Olivier, ont publié un livre de mémoire pour le centenaire de leur père bien-aimé, dont le titre reflète parfaitement l'essence d'un homme grand et simple, dont le talent, le charme et l'humour pétillant sont restés à jamais dans le fond d'or du cinéma. Louis de Funès: ne parlez pas de j'en ai trop, mes enfants,